Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, le mieux possible, et je suis très content de vous retrouver pour débriefer ce cataclysme. Ou peut-être plus justement, déchiffrer l'énigme de ce PSG vaincu par Manchester, car en sombrant en Parc des Princes, Paris dit adieu à l'Europe et se tourne vers des démons qui n'ont jamais été aussi terrifiants. Aujourd'hui, on a perdu un match impossible à perdre, on n'a pas eu l'impression que Manchester voulait gagner. Alors quand on entend ces déclarations de Thomas Tuchel en conférence de presse quelques minutes après la déroute, on pourrait, si on le voulait, y lire une certaine aigreur, peut-être même un peu de mauvaise foi. Ce serait pas la première fois que sous le coup de l'émotion, un tacticien déçu vilipende la prestation adverse, ce serait logique aussi, tant l'échec parisien est immense et proportionnel aux ambitions que nourrit ce club et ce groupe. Mais pourtant, la réalité, c'est que c'est une analyse on ne peut plus lucide d'une partie que Paris a franchement dominée. Et alors ça veut pas dire pour autant que tout a été parfait, loin de là, et on va y revenir in extenso, pas d'inquiétude, mais il faut faire très attention à pas réécrire l'histoire d'un match avec les œillères du résultat. Alors dans la foulée de la rencontre, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous sur Twitter, je dirais qu'un peu comme Thomas Tuchel qui avait l'air assez désemparé en conférence de presse, j'essayais de déchiffrer l'énigme, de faire sens de tout ça, et on n'a pas toujours été d'accord, alors je vais essayer de vous exposer, de dérouler le fil de ma pensée. Déjà tout commence au moment de l'annonce des compositions d'équipe, et malgré le fait que je connaissais par cœur cette longue liste d'absents, Pogba, Herrera, Matic, Martial, Lingard, Sanchez, etc., ça fait un peu un choc quand tu vois réellement la compo. Quand tu réalises vraiment que c'est ce 11 qui va devoir tenter de remonter 2 buts à l'extérieur. Et alors à ce moment précis, à mes yeux, c'est limpide, il y a tout simplement pas assez de qualité footballistique à United pour espérer peser durablement sur la rencontre, pour l'influencer de ton seul fait. La seule équipe qui pourra battre le PSG et qui est présente sur cette parcelle d'herbe, c'est le PSG lui-même. Donc bon, j'étais assez content de cette réflexion. Je me souviens que la dernière fois que j'avais senti un déséquilibre intrinsèque aussi visible et marquant au moment de la composition des équipes, c'était ce Liverpool-Arsenal de fin décembre. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça avait été une boucherie complète. J'étais assez content de cette idée et je voulais même en faire un tweet. Une poignée de secondes plus tard, Kerrer me coupe l'herbe sous le pied et se charge de l'illustrer, en offrant littéralement l'ouverture du score à United. Buffon par exemple de tout reproche sur le coup non plus d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Manchester prend l'avantage et les hostilités sont lancées. Mais le truc ensuite, c'est que t'as une réaction du PSG qui est très forte. Et alors on l'avait déjà un peu abordé dans mon analyse de Real Ajax hier, et j'ai toujours trouvé que c'était très difficile d'isoler l'aspect mental du rapport de force intrinsèque et préexistant. On va dire, dans quelle mesure est-ce que cette réaction forte et cette empoigne sur le match démontre une force de caractère réelle? Dans quelle mesure est-ce qu'elle est à l'inverse une conséquence on ne peut plus logique d'une supériorité tactique et individuelle flagrante? C'est dur à dire, un peu des deux sans doute, mais quoi qu'il en soit, Manchester n'a plus vu le jour. Comme à l'aller, la première période du PSG est une masterclass de contrôle et de possession redoublée. On sait que Tuchel voulait surtout pas rendre ce match fou. Comme à Old Trafford, tu veux pas jouer United en recréant les conditions d'un match de Première Ligue, basé sur des transitions. Donc beaucoup de contrôle, mais même pas de contrôle stérile. Pas de redoublement de passes à l'infini, en manœuvrant tranquillement et simplement le bloc mancunien, en pratiquant du vrai jeu de position. Paris a ouvert des brèches dans l'arrière d'United, qui n'avaient de brèches que le nom, et qui étaient plutôt des failles sismiques. Je sais pas si vous vous souvenez par exemple de l'intervalle entre Bailly et Young sur la première demi-heure, mais Bernat y a fait son nid, et j'ai pas du tout été surpris de voir Solskjaer sortir Bailly, pour remplacer par Dalot, pour repasser à 4 derrière. On peut parler aussi de Smalling, qui a eu un mal fou à diriger sa ligne, la faire monter, redescendre. Niveau animation défensive, j'ai rarement vu ça, et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite vraiment à revoir le match, parce que hier Manchester se qualifie, malgré une prestation défensive catastrophique. Et si cela ne suffisait pas, qui peut franchement affirmer que United a été menaçant sur le front de l'attaque, qu'ils ont su porter le danger ou inquiéter Paris? C'est particulièrement éloquent en première mi-temps, où les seules situations que Manchester se crée, et il y en a 3, sont à 100% imputables à des défaillances parisiennes. On a la mauvaise passe de Kerrer pour l'ouverture du score, la glissade de Kerrer dont Rashford ne profite pas, et puis cette bévue incompréhensible de Buffon, suffisant pour les laisser dans le match et pour sortir, quand, en bon hôte que tu es, tu leur offres ce dernier cadeau pour la route. Ce penalty sur une frappe inoffensive, pour lequel j'aurais du mal à incriminer Kimpembe, puisque la main est pas simple à retirer, mais ça reste un but Nicolas Flamel, un but produit de rien, et qui change tout. Alors je sais que certains vont trouver mon analyse un peu trop à charge, peut-être trop sévère avec United, peut-être même trop chauvine, mais déjà je vous promets que mon investissement émotionnel sur cette rencontre est pas incroyable. Bien sûr je préfère que Paris passe, mais c'est pas non plus mon club, et on va dire que ma déception est très relative par rapport à celle de certains. Et puis surtout, je trouve qu'il est fondamental de dissocier l'analyse du contenu d'une rencontre
et de son résultat, qui est loin d'être toujours représentatif. D'ailleurs, si vous parlez ce matin à des supporters d'United, qu'est-ce qu'ils pourront honnêtement vous dire de cette performance? À part peut-être une invocation un peu tiède du courage, de l'abnégation de leurs minots face aux Galactiques parisiens, à part tenter de projeter a posteriori des qualités qu'on s'imaginerait avoir vues, y a pas grand chose. La réalité c'est que la performance de Manchester hier soir est franchement mauvaise et qu'elle doit tout aux erreurs non forcées des Parisiens. Et quand tu es le seul responsable d'un tel drame, c'est net et c'est simple, c'est un suicide. Alors évidemment cette défaite est assez difficile à dissocier de celle concédée en 2017 au Camp Nou, mais au-delà du cas clinique parisien qui est franchement fascinant, c'est fou de voir à quel point le foot a changé en quelques années. Rappelons quand même que cette saison, et alors que seulement 4 des 8ème de finale ont été joués, l'Ajax, Porto et Manchester se sont qualifiés malgré une rencontre perdue au match aller. Et l'année dernière, la Roma avait réalisé l'impossible contre le Barça, une performance presque accomplie par la Juve au Bernabeu, et encore une fois à 2 doigts de se produire pour les Romains à Anfield, en demi. Alors bien sûr c'est peut-être juste une coïncidence, mais c'est peut-être pas si fou non plus de penser que cette première remontada, cette remontada originelle, ce fameux 6-1, a inauguré une nouvelle ère où les frontières du possible sont nettement plus floues, un peu comme si un palier mental avait sauté. Quoi qu'il en soit, une certitude persiste, c'est que de toutes les remontadas, celle-ci est la pire. Un poil moins dramaturgique au Camp Nou, et encore, mais surtout sortir chez toi. Contre un Manchester, rappelons-le quand même, amputé de Pogba, Martial, Matic, Mata, Herrera, Sanchez, Lingard, et sombré contre Dalot, Greenwood, Pereira, Chong, en ayant offert la qualif sur un plateau d'argent. Et puis dans une saison où aucun favori à la séance dégage très clairement, où tous les cadors sont en berne, où tu dis que ça peut être franchement ton année, dans une saison où t'as franchi un palier incroyable à l'aller après une prestation vraiment mature et encourageante, les mots manquent pour décrire l'ampleur de ce qui est un fiasco inouï. Enfin, j'ai appelé ce dernier enseignement lendemain pluvieux, car il est probable que le malheur des Parisiens ne s'arrête pas là. Après la remontada de 2017, le PSG avait enclenché la vitesse supérieure en s'offrant 2 superbes coups, Neymar, Mbappé, mais aujourd'hui l'avenir semble bien moins radieux. Alors que Neymar s'apprête à vivre une 2e saison vierge d'exploits européens, peut-on garantir qu'il souhaitera rester? Malgré une entame convaincante, Tourelle peut-il faire les frais d'une direction sportive hésitante? Comment se remobiliser en Ligue 1 alors que le titre n'est plus qu'une formalité? Et puis surtout, alors qu'à l'heure du fair play financier, une trésorerie illimitée ne suffit plus? Ces 3 éliminations successives en 8ème ne risquent-elles pas de peser lourd dans une balance qui aurait bien besoin de dotation de Champions League? Et puis malheureusement, on peut également se poser la question de lendemain pluvieux pour le football français, qui place désormais tous ses espoirs en un Olympique Lyonnais condamné à l'exploit et un Stade Rennais loin d'être favori. Le coefficient UEFA va en prendre un coup. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu Lukaku, dont le doublé illustre les qualités d'un joueur hargneux au positionnement diabolique, et son influence aurait même pu être plus vaste si le Real s'était montré plus précis dans sa distribution longue. Ensuite Rashford, dont les choix n'ont pas toujours été heureux, mais qui est à l'origine des 3 buts, en pressant Kehrer d'abord, en poussant Buffon à la faute ensuite, en endossant la lourde responsabilité d'un penalty décisif, son premier dans un match officiel, enfin. Et puis car il fallait en distinguer un 3ème, le plan de jeu de Solskjaer n'était pas franchement convaincant, mais à l'image de sa carrière de joueur, l'espoir ne l'a jamais quitté, et son ajustement tactique au bout d'une demi-heure était judicieux. Et puis niveau flop maintenant, Kehrer a franchi sous la pression, et ses appuis se sont montrés douteux. Buffon est désormais très loin du niveau Ligue des Champions, et les rumeurs autour de sa prolongation sont pour moi une incompréhension, qui souligne le travail en concluant d'une direction peu inspirée. L'échec parisien est pour eux, surtout. Pour terminer, un rapide mot sur la rencontre qui se disputait dans le même temps et qui opposait Porto à l'AS Rome, et comme vous pouvez le voir sur ces stats récupérées sur l'application mobile OneFootball, c'est bien les locaux qui s'imposent et accèdent au quart, 60% de position, 56% de duels gagnés, 31 tirs à 15, 9 cadrés à 2, la qualif est méritée pour les Dragons. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On a franchi hier la barre des 10 000 pouces bleus dont je vous parlais, donc merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Et puis, enfin, quelques mots pour finir. Courage aux supporters parisiens, parce que j'ai franchement du mal à imaginer votre peine. Félicitations aux fans d'United aussi, c'est un club qui a connu son lot de galères et qui mérite bien un peu de lumière. Bonne chance, enfin, aux Rennais qui jouent ce soir, et que promis, je vais essayer d'analyser si mon sommeil me le permet. Alors quoi qu'il en soit, passez comme d'habitude une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite. Bisous.